Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te retrouve pour te parler d'un endroit magnifique sur la Terre. Bon, c'est toujours la pagaille ici. Vous verrez, si vous voyez l'endroit où je tourne, j'en ai partout. Mais vous ne le voyez pas. Et c'est mieux comme ça. Non pas que je sois, comme on dit, bordélique. Mais je n'ai pas rangé. Bon, bref, c'est pas le sujet. J'aimerais te parler ce soir d'un endroit formidable et très beau sur la Terre. Comme tu as pu le lire dans le titre, il s'agit du site Petra qui se trouve en Jordanie actuelle. Petra, du grec ancien Petra, qui signifie rocher. En arabe, Al-Batra est une cité nabatéenne située au sud de l'actuelle Jordanie. C'est le pôle touristique majeur de ce pays. Fondée vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ par les Édonites, elle est ensuite occupée vers le 6e siècle avant Jésus-Christ par les Nabatéens, qui la font prospérer grâce à sa position sur la route des caravanes, transportant l'encens, les épices et d'autres produits précieux entre l'Arabie du Sud, l'Égypte, la Syrie et la Méditerranée. Petra a abrité à son apogée vers l'an 50 jusqu'à 25 000 habitants. Vers le 8e siècle, la modification des routes commerciales et plusieurs séismes entraînent l'abandon progressif de la ville. Tombé dans l'oubli à l'époque moderne, le site est redécouvert en 1812 par le monde occidental grâce à l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt. Les nombreux bâtiments dont les façades monumentales ont été directement taillées dans la roche en font un ensemble unique qui est inscrit depuis le 6 décembre 1985 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La zone autour du site est en outre, depuis 1993, un parc national archéologique. L'érosion, les pluies et le tourisme, en progression constante depuis la fin du XXe siècle,
sont cependant une menace pour la préservation du site et des actions sont entreprises pour enrayer la dégradation des monuments. Les communautés locales bédouines, les bédoules, sont intégrées de manière participative à la préservation du site de Petra et à l'économie du tourisme. Victime de l'instabilité politique de cette région du monde, le site connaît au cours de certaines années une baisse de la fréquentation touristique qui entraîne une perte de revenus pour les communautés locales qui vivent du commerce touristique. Géographie. Petra est située à mi-chemin entre le golfe d'Aqaba et la mer Morte, à une altitude de 800 à 1396 mètres, dans un fond de vallée de la région montagneuse d'Édom, à l'est de la vallée de l'Araba. Le site Petra se trouve à près de 200 km au sud d'Amman, capitale actuelle de la Jordanie, soit à environ 3 heures de route. La situation de Petra, dissimulée entre des rochers aux parois abruptes et dotée d'un approvisionnement sûr en eau, en fait un lieu propice au développement d'une cité prospère, comme étape du commerce caravanier. L'endroit n'est accessible par le nord-ouest que par un étroit sentier montagneux ou à l'est par l'accès principal, le Sik, un canyon d'environ 1,5 km de long et jusqu'à 200 mètres de profondeur qui, à son endroit le plus resserré, mesure seulement 2 mètres de large. La présence d'eau et la sécurité apportée par le site ont fait de Petra une halte naturelle au croisement de plusieurs routes caravanières qui reliaient l'Égypte à la Syrie et l'Arabie du Sud à la Méditerranée. Chargée principalement de produits de luxe, épices et soie en provenance d'Inde, ivoire en provenance d'Afrique, perles de la mer Rouge, turquoise du Sinaï, résine de Boswellia, l'arbre à encens, et l'encens du sud de l'Arabie. Petra est un site localisé dans un cirque rocheux structuré par plusieurs failles creusées par des wadis qui constituent les principales voies de communication. L'axe principal est le Wadi Moussa qui traverse le site d'est en ouest. D'abord dans la gorge du Sik, le fossé, situé à l'est, dont l'entrée est précédée par les tombeaux Djinns, était surmonté d'une grande arche aujourd'hui effondrée. Ce défilé traversant le massif du Gupta constituait la voie d'accès principale pour parvenir à Petra et avait été dallé dans l'Antiquité. À partir de sa sortie, on se trouve où se trouve la Casnée, l'espace s'élargit. À cet endroit se trouvent de nombreux tombeaux ainsi que le théâtre. Le cours du Wadi Moussa change d'orientation pour se diriger vers le nord sur quelques centaines de mètres. Avant de reprendre son trajet sur un axe est-ouest, là où se trouve le centre de Petra, avec ses principaux ensembles monumentaux. Ce secteur est défendu par des murailles sur ses flancs nord et sud, plus exposés. La défense des côtés est et ouest ne posant pas de difficultés en raison de l'exiguïté des voies d'accès. La voie pavée principale du centre-ville, son Gardo, suit le cours du Wadi sur sa rive sud, où ont été érigés d'est en ouest les marchés antiques, des jardins et le grand temple sud avec son esplanade, puis une porte monumentale ouvrant sur le temple Qas al-Bint,
édifices se trouvent sur la rive nord, notamment le temple au lion. Au niveau de la sortie orientale du centre, le cours principal est rejoint par plusieurs wadis d'orientation grossièrement nord-sud, qui ouvrent vers d'autres parties du site où se trouvent des monuments funéraires, notamment le tombeau turkmanié le long du Wadi Abou ou Lega, le sanctuaire d'Al-Mazara et vers le nord-ouest le massif sur lequel est érigé le Der, le monastère. Plus bas, le Wadi Moussa est rejoint par un réseau de wadis venant cette fois du sud, conduisant vers d'autres parties du site, notamment le Wadi Al-Faraza, bordé par plusieurs tombeaux. Dans sa partie haute, ce wadi mène au massif d'Al-Madba, l'hôtel aussi accessible par un escalier depuis le théâtre. Au sud-ouest du site se trouve le massif d'Oum el-Biara, la mer des citernes, nommée ainsi en raison des nombreux aménagements hydrauliques qui ont été construits dans l'Antiquité, qui a livré de nombreux vestiges d'époque édomite et une nécropole nabatéenne. La géologie. Pétra est une ville troglodyte, située au milieu d'escarpements rocheux et la pierre y est visible partout sur le site. Celle-ci est composée de grès à dominante rouge-brun, roches détritiques issues de l'agrégation et la sémentation, ou diagenèse de grains de sable. Il s'agit d'une roche cohérente. Elle est organisée en strates qui offrent parfois des déclinaisons de couleurs chatoyantes, allant du jaune au violet en passant par le rose. Renforcée par l'intensité de la lumière réfléchie par les grains de quartz, particulièrement en fin d'après-midi, d'où le nom sémitique de Regem, la bigarrée, que lui ont donné les Nabatéens. La géologie de la région située à l'est de la faille du Levant est marquée principalement par la formation Ishrin, série sédimentaire des grès de Nubie, de 300 à 350 mètres de puissance et qui date de la fin du Cambrien, 500 millions d'années. Ces grès multicolores sont déposés dans un système de cours d'eau en tresse, d'où les figures de sédimentation typiques sur la roche, stratification croisée. Leurs différentes teintes sont dues aux infinies nuances des oxydes de fer, hématite rouge, goethite jaune-brun résultant de la précipitation du fer et son oxydation dans les eaux souterraines, qui cimente la roche associée à des oxydes de manganèse qui donnent des teintes violacées ou à des joints ou fissures empruntées par des solutions réductrices de soufre, lits de pyrite à l'origine de teintes jaunes. Au Précambrien, des plissements forment de hautes montagnes que l'érosion réduit peu à peu. Au Cambrien, l'érosion éolienne provoque d'énormes dépôts, les grès de Nubie. Le paléo-océan Tétis recouvre presque toute la région recouverte de sédiments marins sur près de 1000 mètres d'épaisseur. Au Crétacé se déposent les sédiments calcaires qui forment la chaîne montagneuse centrale de Palestine, due à l'orogenèse alpine au Paléogène. Au Miocène, de 23 à 8 millions d'années, la plaque arabique se sépare de celle de l'Afrique, qui se traduit par l'ouverture du grand fossé africo-levantin, le grand rift est-africain, et régionalement au niveau de la faille du Levant, par le soulèvement de plateaux et d'épaulements associés à des failles visibles au niveau des escarpements imposants de grès.
une région à forte sismicité. Elle se trouve à la limite entre deux plaques qui coulissent, la plaque d'Arabie et la plaque d'Afrique. Le 19 mai 363, en 419, 551 et 747, des tremblements de terre ont endommagé la ville et ses monuments. Aux alentours de Pétra, on peut trouver des roches contenant de la silice que les Nabatéens ont pu extraire dans des carrières pour faire du béton imperméable. Pétra offre certaines curiosités naturelles comme des stanaux de Liesgang. L'afflux touristique sur le site, 100 000 visiteurs en 1990, 350 000 visiteurs en 1998, accélère la météorisation anthropogénique qui dégrade la surface rocheuse des parois internes des monuments. L'alimentation en eau. Les sources étant peu abondantes dans cette région semi-désertique, c'est l'eau de pluie, environ 150 mm par an, aujourd'hui de 50 à 250 mm, qui assurait l'essentiel des besoins. Les sources locales seules ne pouvaient fournir de l'eau que pour quelques familles. Pétra, située dans une cuvette, pouvait récupérer les eaux pluviales d'un bassin de 92 km² grâce à la relative imperméabilité des roches. Cette faible perméabilité du sol posait néanmoins de nombreux problèmes, comme le déclenchement de crues saisonnières des wadis, hiver et printemps, très puissantes et donc destructrices, notamment le Wadi Moussa. En effet, jusqu'à ce qu'il soit dévié au XXe siècle, le cours d'eau du Wadi Moussa, ruisseau de Moïse, qui coule depuis la source d'Aïn Moussa, source de Moïse, dans le Sik jusqu'au village de Wadi Moussa, était à l'origine de crues meurtrières, comme en 1963, lorsque 24 visiteurs français participant à un pèlerinage, dont l'abbé Jean Steinmann, meurent noyés, surpris par l'arrivée d'une vague monstrueuse. Le danger des crues n'est cependant pas entièrement écarté. En novembre 2018, 12 personnes ont trouvé la mort dans des intempéries dans les environs de Pétra et 4000 touristes ont dû être évacués du site touristique. Il existe aussi un petit Sik qui rejoint le Sik principal près des tombes royales. Au 1er siècle, Strabon dira que les habitants de Pétra ont des sources en abondance, que ce soit pour des fins domestiques ou pour arroser leur jardin. Des installations de collecte et de distribution d'eau destinées à stocker et à transporter l'eau en s'affranchissant du relief escarpé sont encore visibles de nos jours, notamment des 5 barrages hydrauliques et des réservoirs à ciel ouvert. Il existait également un important réseau de citernes souterraines. Au nord-est et sud-est de Pétra, les eaux de Sik coulaient dans 2 aqueducs, une galerie ouverte recueillant les eaux ruisselantes des parois, taillée dans la roche et enduite de plâtre imperméable, une autre fermée en pente douce constituée de tuyaux en terre cuite ou en céramique. Les eaux pluviales alimentaient le premier aqueduc, l'Aïn Moussa le second, les 200 citernes, dont plusieurs sur le mont Ounbel Mira, ou mer des citernes, beaucoup de réservoirs et un nymphaeum ou fontaine publique. Un réseau de plus gros débit permettait aussi de capter l'eau des sources plus éloignées et d'alimenter des quartiers en hauteur.
On estime que ces réseaux amenaient environ 40 millions de litres d'eau par jour à Petra. Ce système de distribution d'eau, comparable à celui de Rome à la même époque, était donc suffisant pour couvrir les besoins de la cité. Il semble évident que l'administration de ce système de transport d'eau a été confiée à une autorité centrale, probablement responsable de sa création et de son entretien régulier, y compris des opérations telles que le nettoyage et les réparations. À titre d'exemple, dans les diverses zones de la région de Wadi Faraza à l'est de Petra, un réseau de transport d'eau s'étend depuis sa source, traversant des zones agricoles avant de rejoindre la ville en traversant plusieurs quartiers. Il est probable qu'une collaboration étroite entre les habitants de ces régions et l'autorité centrale ait été essentielle. Ainsi, cette gestion des ressources hydriques dans la région de Petra témoigne de la mise en place d'une administration centrale efficace avec des règles de répartition aux habitants. Il s'agit d'une réalisation urbaine centralisée d'autant plus remarquable qu'elle a été mise en œuvre par d'anciens nomades. L'agriculture et l'élevage. Lorsque la ville était en plein essor, l'eau servait essentiellement à la consommation des habitants et du bétail, ainsi que, dans une phase plus tardive, à l'arrosage des jardins. Des céréales comme l'orge ou le blé, des arbres fruitiers et des vignes étaient sans doute cultivés à Petra. Des pressoirs creusés dans le rocher ont été retrouvés, datant probablement de la période de domination romaine, qui avait donné au vin une grande importance. De nos jours, des aménagements agricoles sont visibles autour du site, comme des cultures en terrasse dans le secteur de Sourabé, créés pour lutter contre l'érosion des sols et obtenir des rendements plus élevés. Depuis l'abandon du site vers la fin du 5e siècle de notre ère, le manque d'entretien des aménagements hydrauliques a entraîné la destruction de l'essentiel des barrages. Seuls quelques vestiges sont encore visibles, tels qu'un ouvrage destiné à la distribution de l'eau dans le lieu dit jardin romain. Actuellement, des troupeaux de chèvres noires sont également visibles autour du site de Petra. Leur domestication est prouvée depuis le néolithique. Les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous connaissiez ce site de Petra qui est une merveille du monde. Si vous y êtes déjà allé par exemple, ou si vous avez envie de découvrir ce merveilleux site. J'espère avoir pu vous détendre en vous parlant de ce site somptueux. J'espère que vous pouvez vous relaxer, que vous êtes bien relaxé, bien
entendu que ça vous a changé les idées surtout, et j'espère peut-être endormi. J'espère aussi que vous allez bien, que vous avez la santé physique et mentale. Et que vous êtes prêts à affronter l'hiver, car ça y est, enfin. Bon, dans le sud, il fait encore tout. Et je sais que dans le nord, non. Je vous fais de très gros bisous les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous. Et je vous souhaite une très bonne nuit si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne nuit, une bonne détente, une bonne relaxation. Quoi d'autre? Eh bien, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.